La première fois que je vis le portail de Montclair se refermer derrière moi, j'eus la sensation qu'il se refermait aussi sur mon souffle. Les pierres exhalaient une haleine humide, comme si le château lui-même retenait une mémoire hostile et pesante. J'étais revenu pour l'enterrement d'Armand, mon oncle, et dès que le carrosse s'éloigna, le silence de la demeure me tomba dessus comme un manteau glacé. Le chemin pavé menant à l'entrée était couvert de feuilles détrempées. Chaque pas résonnait comme dans une nef d'église. Devant la grande porte sculptée, le vieux majordome m'attendait, mais son regard fuyant et la raideur de ses gestes ne m'offraient aucun réconfort. Le battant s'ouvrit lentement, et l'odeur mêlée de cire et de pierres froides m'accueillit comme une main étrangère. Le hall était dominé par les portraits de mes ancêtres. Les cadres dorés semblaient absorber la lumière des chandelles, et certains visages avaient les orbites grattées, comme si une main invisible avait effacé les yeux. Je sentis une gêne immédiate devant cette galerie mutilée, mais personne n'expliqua ce détail. On me conduisit plus loin, dans le grand salon où trônait ma tante Marguerite, immobile, vêtue de noir, droite comme une statue. Elle m'accueillit sans chaleur, me rappelant seulement que la bibliothèque d'Armand m'était destinée et que certaines pièces resteraient fermées jusqu'à nouvel ordre. La maison respirait d'une manière étrange. À chaque couloir traversé, une plainte sourde semblait sortir des murs. Les tapisseries humides collaient aux pierres et dégageaient une odeur de poussière ancienne. Dans la galerie des trophées, des armes ternies, des corps et des reliques militaires se dressaient comme des spectres métalliques. Je remarquai une vitrine où reposait une mèche de cheveux soigneusement étiquetée au nom d'une ancêtre morte en 1793. Ce détail, presque intime, accentua l'impression d'un lieu saturé de souvenirs oppressants. Ma chambre, réservée à l'étage, donnait sur le jardin d'ifs taillé en silhouette rigide. Une cloche de cuivre pendait près de la porte, inutile en apparence, mais présentée comme un objet de nécessité. La gouvernante m'indiqua que les cloches de la chapelle sonnaient parfois après minuit, sans explication, et qu'il ne fallait pas s'en troubler. Ces mots, prononcés avec un détachement mécanique, eurent l'effet inverse. Je ne pus m'empêcher d'y penser aussitôt. Le soir venu, je me retrouvais seul avec le carnet qu'Armand avait laissé sous mon oreiller. Quelques lignes, tracées à l'encre pâlie, y disaient de ne jamais descendre seul dans les parties basses de la demeure. Ce simple avertissement fit naître en moi un souvenir refoulé, celui d'un été lointain, à 15 ans, lorsqu'Armand m'avait empêché de franchir la porte des caves en me promettant que je comprendrais un jour. La bibliothèque me fut ouverte. Le lendemain, l'odeur de cuir et de poussière saturait l'air. Parmi les rayonnages, j'aperçus un registre détaillant les clés du domaine. Certaines portaient des marques étranges, dont une associée à la chapelle et une autre aux caves, désignée par un anneau rouge. En refermant l'ouvrage, mon regard fut attiré par une porte basse, presque invisible dans le lambris, où une clé noire brillait encore dans la serrure, comme si elle avait été laissée volontairement à ma portée. Le soir, alors que je me tenais dans ma chambre, une vibration discrète secoua la petite cloche de cuivre sans qu'aucune main ne la touche. Au même instant, un tintement solitaire monta de la chapelle. Le son était si pur qu'il traversa mes os comme une lame. Je m'approchai de la fenêtre. Dans le jardin, la chapelle ronde se dressait immobile, ses vitraux éteints, mais la cloche avait bel et bien résonné. Je restai figé, incapable de détourner les yeux. Les murs semblaient s'humidifier sous mes doigts, comme s'ils suintaient une respiration lente. Sur le secrétaire, une tache humide apparut soudain, dessinant la forme imprécise d'une main. La flamme de ma lampe vacilla, comme un animal pris au piège, et je compris que le château ne se contentait pas de m'abriter. Il
m'observait. Le matin suivant se leva dans une brume lourde qui semblait s'accrocher au château comme un suaire. Le ciel n'offrait qu'un gris uniforme, et la lumière peinait à traverser les vitraux ternis. Lorsque je descendis dans la salle à manger, les silhouettes de ma tante Marguerite, de mon cousin Lucien et de ma cousine Isabelle occupaient déjà les longues chaises de bois sombre. Chacun d'eux avait le visage fermé, comme si la parole devait rester rare entre ces murs. Leur simple présence me fit sentir que le retour dans la demeure n'était pas une visite, mais une épreuve imposée. Marguerite, toujours droite, avait ce port de tête que l'on retrouve sur les portraits des ancêtres. Ses mains, gantées malgré l'intérieur, serraient un chapelet d'ivoire dont le frottement régulier rappelait le tic-tac d'une horloge. Lucien, installé près d'elle, avait une posture d'homme plus jeune, mais son regard me surprit. Il brillait d'une intensité inquiète, comme si une idée fixe l'occupait sans répit. Isabelle, à l'opposé de la table, avait le visage pâle, ses yeux d'une clarté presque translucide. Sa minceur donnait l'impression d'un corps fragile, mais une tension sourde émanait d'elle, comme une corde prête à se rompre. Le repas fut silencieux, interrompu seulement par le bruit des couverts sur la porcelaine. Aucun échange n'eut lieu, mais je perçus dans ce silence quelque chose de calculé, une retenue volontaire qui me donnait l'impression d'être observé et jugé à chaque mouvement. Derrière nous, les domestiques évoluaient avec la discrétion d'ombre. Pourtant, je sentais qu'ils tendaient l'oreille, comme si les mots que nous n'échangions pas avaient plus d'importance que ceux prononcés à voix haute. Après le repas, je traversais les couloirs assombris. Le château paraissait plus vaste à mesure que je le redécouvrais, ses galeries s'étirant dans une architecture presque labyrinthique. Les fenêtres donnaient sur des parties du parc envahies par le brouillard, et certaines portes restaient obstinément fermées. Chaque poignée refusant de céder me rappelait que certaines vérités demeuraient volontairement hors de ma portée. Dans l'après-midi, j'osais explorer la bibliothèque laissée en héritage par Armand. Les rayonnages de bois massif ployaient sous le poids de volumes anciens, beaucoup reliés de cuir jauni. L'air sentait le parchemin et l'encre desséchée. Je consultais au hasard plusieurs ouvrages d'histoire familiale. Arbres généalogiques, registres de naissance et de décès, notes médicales parfois inquiétantes. Les pages révélaient une lignée obsédée par la continuité du sang et la préservation des privilèges. À intervalles réguliers apparaissaient des mentions troublantes. Enfants morts en bas âge, fièvres inexpliquées, disparitions notées d'une plume sèche, comme si elles n'étaient que de simples détails. Je tombais sur un cahier plus récent, dont la couverture portait les initiales AM. Son contenu n'était pas narratif, mais fragmenté. Observations sur des nuits, indications de bruit dans la chapelle, mention de rites anciens. Le mot « offrande » revenait plusieurs fois, accompagné de dessins rudimentaires représentant des cercles et des flammes. Le style nerveux de l'écriture trahissait l'urgence, la peur peut-être. Lorsque je levai les yeux du manuscrit, le silence de la pièce me sembla trop dense, comme si l'air lui-même s'était épaissi. Je crus percevoir un mouvement derrière les rayonnages, un froissement discret, mais en m'approchant, je ne trouvai rien. Seule une trace d'humidité marquait le sol, s'échappant d'une fente entre deux pierres. Elle dessinait une ligne presque volontaire, menant vers une porte latérale de la bibliothèque que je n'avais jamais remarquée. Cette porte, basse et étroite, semblait ancienne. Le bois sombre était rongé par l'humidité et portait une serrure ornée de signes gravés que je ne reconnus pas. Les motifs ressemblaient à des croix inversées, à des entrelacs que l'usure avait presque effacés. Je posai la main sur le métal glacé, mais un frisson me parcourut aussitôt, et je retirai mes doigts comme si j'avais effleuré une braise ardente. Je refermai le cahier et quittai la bibliothèque.
Dans les couloirs, l'air s'était refroidi. Les chandelles semblaient vaciller sous un souffle invisible. Lorsque je passais devant l'escalier, menant aux caves, une odeur lourde de pierres humides et de cire haute-teinte remonta, m'arrêtant net. La rampe en bois, polie par des générations, brillait comme si une main venait de la caresser. Le soir, je retrouvais ma chambre dans un état légèrement changé. Mes affaires semblaient déplacées de quelques centimètres. Ma valise entr'ouverte, bien que je l'ai fermée soigneusement. Sur la table de nuit, le carnet d'Armand avait été déplacé et reposait ouvert à une page que je n'avais pas encore lue. Les mots tracés étaient simples. Le prix se paye toujours. Aucune explication ne suivait, et l'encre semblait plus fraîche que le reste. La nuit tomba rapidement. Le vent s'éleva, faisant gémir les volets. J'essayais de trouver le sommeil, mais les sons du château m'en empêchèrent. Les murs craquaient, les poutres soupiraient, et à plusieurs reprises, je crus entendre un pas feutré dans le couloir, régulier, mesuré, toujours arrêté à ma porte sans jamais frapper. Chaque fois que je retenais mon souffle, le silence reprenait. Mais au loin, la cloche de la chapelle se fit entendre à nouveau, une seule fois, pure et isolée, comme un rappel obsédant que les nuits de Montclair ne seraient jamais tranquilles. Le troisième jour débuta sous un ciel encore plus bas, presque noir, qui écrasait le domaine d'une chape de plomb. Le château semblait absorber cette obscurité et la renvoyer dans ses couloirs, si bien qu'aucune chandelle n'arrivait à chasser l'ombre. Je me surpris à marcher plus lentement, comme si mes pas pouvaient éveiller une présence enfouie. L'air était saturé d'humidité, et chaque mur laissait perler une fine sueur glacée. Dans la matinée, je retournai à la bibliothèque, déterminé à comprendre l'étrange cahier d'Armand. Entre les volumes poussiéreux, je retrouvais le carnet ouvert exactement là où je l'avais laissé, mais une page supplémentaire semblait désormais visible. Les mots griffonnés évoquaient des « nuits de sang », accompagnés d'indications de dates précises, remontant à plusieurs générations. Les entrées suivaient une régularité troublante, comme un cycle imposé. Certaines phrases faisaient une référence à des prières en latin, d'autres à des cérémonies menées dans les caves, décrites comme un lieu de convergence entre la lignée et une puissance invisible. Les dessins, grossiers mais évocateurs, montraient des silhouettes encapuchonnées disposées autour d'un cercle. En son centre, une flamme noire stylisée semblait s'élever d'un autel de pierre. Je parcourus ces pages avec un mélange de fascination et de terreur, consciente que chaque ligne ouvrait une porte vers une vérité que je n'étais peut-être pas prête à affronter. En quittant la bibliothèque, je décidai d'explorer davantage l'aile orientale du château. Peu fréquentée, elle exhalait une odeur d'abandon, et ses fenêtres laissaient passer une lumière maladive. Les murs y portaient des taches sombres, comme des brûlures anciennes. Derrière une tapisserie effilochée, je découvris une porte basse qui semblait donner sur un escalier descendant vers les fondations. Le bois était saturé d'humidité, les marches glissantes, et une odeur épaisse de cire consumée et de terre lourde s'en dégageait. Je n'osais pas descendre plus loin, mais je sus que ces escaliers menaient vers les caves mentionnées dans le carnet. L'après-midi, le silence du château fut soudain rompu par un craquement sourd venant du clocher de la chapelle. Le son résonna comme un gémissement étouffé, puis plus rien. Les domestiques continuèrent leur tâche avec une indifférence qui me troubla. Leurs visages restaient fermés, leurs gestes mécaniques, mais je sentais que chacun d'eux savait et se taisait. Ils semblaient porter un secret commun, partagé dans le silence, mais jamais confié à voix haute. Dans ma chambre, la lettre d'Armand que j'avais trouvée le premier jour sembla dégager une odeur plus forte d'encre et de papier brûlé. Je relus la phrase qui me hantait, « Ne pas descendre seul ». Le souvenir de cette interdiction me serrait la gorge. Pourtant, une curiosité morbide
m'attirait déjà vers ces marches interdites. Au crépuscule, je me rendis à la chapelle. Le bâtiment circulaire, en pierre sombre, portait des vitraux ternis où les motifs religieux semblaient déformés par l'usure et l'humidité. À l'intérieur, la nef était glaciale. L'autel, couvert d'un linge jauni, était encadré par 2 candélabres dont les bougies consumées n'avaient pas été remplacées depuis longtemps. En m'approchant, je remarquai que la pierre de l'autel était tachée d'auréoles sombres, comme si des liquides avaient imprégné sa surface au fil du temps. Les bancs, alignés en demi-cercle, semblaient placés non pas pour prier, mais pour assister. Je restais immobile, persuadé d'entendre un souffle léger dans l'air, comme une respiration partagée par les murs. Le sol sous mes pieds vibra faiblement, à peine perceptible, mais suffisant pour me glacer. Lorsque je sortis, la nuit était déjà tombée et le brouillard du parc s'épaississait. Les ifs se dressaient comme des silhouettes humaines, et chaque branche semblait tendre une main vers moi. De retour dans le château, je trouvai sur mon bureau une feuille qui n'y était pas quelques heures plus tôt. Elle portait simplement 3 mots tracés à la hâte. Le cycle revient. L'écriture n'était pas celle d'Armand, mais plus irrégulière, presque tremblante. Cette nuit-là, je n'eus pas le courage d'éteindre la lampe. Pourtant, malgré la lumière, je sentis la chambre se resserrer autour de moi. Des craquements, des pas lointains, le tintement encore une fois unique de la cloche. Dans ce vacarme sourd, une certitude s'imposa. Les Montclair ne protégeaient pas seulement un héritage, mais une pratique ancienne, une chaîne de rituels obscurs dont le poids s'étendait sur chaque génération. Et désormais, j'étais revenu au cœur de ce cercle. Le 4e jour, une tension invisible parcourait le château. Les domestiques se déplaçaient plus vite, évitant les regards, comme s'ils redoutaient une échéance dont je n'avais pas encore la clé. L'air était saturé d'une odeur de cire brûlée, de poussière et de métal humide. Chaque couloir semblait porter une attente muette, une lourdeur qui s'infiltrait jusque dans ma respiration. Lucien apparut dans l'après-midi, plus présent qu'à l'accoutumée. Ses pas résonnaient dans les galeries comme une traînée de menaces, et son regard ne quittait pas mes gestes. Sa silhouette se découpait toujours près des fenêtres, comme s'il guettait l'extérieur et l'intérieur à la fois. Isabelle, plus discrète, glissait dans les couloirs avec la légèreté d'un spectre, ses yeux fixant le sol, mais je sentais qu'elle observait en silence, absorbant chaque détail. Marguerite, elle, restait assise dans son fauteuil du grand salon, immobile, les mains crispées sur son chapelet, comme si ses prières nourrissaient en quelque chose de plus ancien que la foi. En fouillant de nouveau la bibliothèque, je découvris un registre plus volumineux, relié de cuir noirci, dont la fermeture était rouillée. Les pages intérieures présentaient des écritures de différentes époques, superposées au fil des générations. Certaines lignes étaient en latin, d'autres en ancien français, d'autres encore dans une langue que je ne reconnus pas. Une phrase revenait comme un refrain, toujours soulignée d'un trait appuyé. Pactum servandum est. Le pacte doit être respecté. Au fil des pages, les récits décrivaient des cérémonies nocturnes, toujours liées à des moments de crise dans l'histoire du domaine. Famine, guerre, révolte. Chaque fois, les Montclair se tournaient vers une pratique occulte. Les termes employés parlaient de offrande, de flamme perpétuelle, de protection acquise par le sang. L'impression d'un échange ancien se confirmait. Donner pour recevoir, sacrifier pour conserver la fortune et la puissance. Plus loin, un passage signé de la main d'Armand évoquait son désir de rompre ce cycle. Ces mots s'assombrissaient, griffonnés avec une nervosité croissante. J'ai tenté d'interrompre le cercle, mais la maison elle-même me rappelle. Chaque porte, chaque couloir exige. Ils ne me laisseront pas partir sans payer.
Ces lignes prenaient le ton d'un testament, une confession silencieuse, comme si l'auteur savait déjà qu'il avait franchi une limite fatale. En sortant de la bibliothèque, je traversais la galerie des portraits. Les visages mutilés me fixaient avec insistance, leurs orbites vides semblant aspirer la lumière. Je compris soudain que ces effacements n'étaient pas dus à l'usure ni au hasard, mais à une volonté précise. Effacer le regard de ceux qui avaient voulu s'opposer au pacte. Leurs traits survivraient, mais pas leurs yeux, comme si l'âme elle-même avait été rayée. La nuit venue, je me sentis attiré malgré moi vers l'escalier qui descendait aux caves. Les marches suintaient d'humidité, et l'air devenait plus lourd à chaque pas. Une odeur métallique se mêlait à celle de la pierre, évoquant le sang séché. Au bas de l'escalier, une porte massive, cerclée de fer, portait les mêmes gravures que celles vues sur la serrure de l'aile orientale. Entrelacs, croix inversées, cercles imbriqués. La clé noire, trouvée plus tôt, semblait faite pour cette serrure. Je n'eus pas la force de l'introduire. Pourtant, en posant la main sur le métal, je sentis un battement sourd, comme celui d'un cœur. La porte vibrait légèrement sous mes doigts, transmettant une pulsation régulière, animale et implacable. J'arrachai ma main, reculant dans l'obscurité, glacé par l'idée qu'au-delà de ce bois enfermé se trouvait une présence qui respirait encore. De retour dans ma chambre, je retrouvais sur ma table de nuit le carnet d'Armand, ouvert à une nouvelle page. L'écriture semblait tracée à la hâte, presque illisible, mais une phrase dominait. « Ils veulent te choisir ». L'encre était encore humide, comme si la main de son auteur avait quitté la plume quelques instants avant mon arrivée. Je restai assise jusqu'à l'aube, incapable de fermer les yeux, écoutant les craquements de la maison, le souffle des murs, le carillon isolé de la cloche qui résonna encore une fois, ponctuant la nuit comme une signature du pacte invisible qui liait les Montclair à leur secret. Clair. La 5e nuit s'annonça plus lourde que toutes les précédentes. Dès le crépuscule, le château sembla se contracter comme un organisme vivant, resserrant ses murs, épaississant son silence. L'air vibrait d'une tension souterraine, et chaque pierre exhalait une moiteur qui donnait l'impression de respirer. Je sentis que quelque chose se préparait, un événement dont je ne devais être que témoin, malgré moi. Je m'étais réfugié dans ma chambre, mais le sommeil était impossible. L'odeur de cire brûlée envahissait le couloir et glissait sous ma porte. Les bougies du château semblaient s'être multipliées par centaines, répandant une lueur tremblante qui se reflétait jusque dans les vitres opaques de mes fenêtres. Le tintement unique de la cloche retentit encore, mais cette fois, il fut suivi d'un second, plus grave, comme si 2 voix métalliques s'étaient superposées. Guidé par une fascination mêlée d'effroi, je sortis dans le couloir. L'air vibrait légèrement, parcouru d'une rumeur sourde, presque un chant étouffé qui montait du rez-de-chaussée. Je descendis lentement l'escalier principal, mais pas absorbé par l'épaisseur des tapis, et je découvris que les portes du grand salon, d'ordinaire closes, étaient ouvertes. À l'intérieur, une assemblée silencieuse m'attendait déjà. Ma tante Marguerite, immobile dans son fauteuil, tenait son chapelet comme une arme. Lucien, debout derrière elle, portait une expression d'attente fiévreuse, ses yeux brillants d'une lueur qui n'appartenait pas à l'humain ordinaire. Isabelle, plus pâle que jamais, se tenait légèrement en retrait, ses mains jointes, mais son corps tendu comme une corde, sur le point de se briser. Autour d'eux, les domestiques occupaient les murs, immobiles, leurs regards baissés. Au centre de la pièce, les tapis avaient été roulés, dévoilant le dallage de pierre. Sur ce sol froid, des cercles de cendres et de sel dessinaient des figures complexes, que je reconnus aussitôt comme les mêmes que celles aperçues dans le carnet d'Armand. Des chandelles disposées aux intersections diffusaient une lumière vacillante
qui donnait l'impression que le sol lui-même bougeait, comme une mer enfiévrée. Je restais caché dans l'ombre de la porte, hypnotisé par le spectacle. Les membres de la famille se placèrent lentement autour du cercle, comme selon un ordre ancien et immuable. Le murmure, qui montait dans l'air, devint plus distinct. Une psalmodie grave, sans langue reconnaissable, mais dont les rythmes évoquaient une incantation répétée depuis des siècles. Le centre du cercle s'illumina soudain d'une flamme noire, plus dense que le feu, comme une lueur inversée qui semblait absorber plutôt que donner la lumière. Cette apparition me glaça. Le feu ne brûlait pas, il aspirait l'espace autour de lui, déformant les ombres et attirant les regards comme un gouffre. Je compris alors ce qu'avait écrit Armand. Le pacte n'était pas une métaphore, mais une pratique toujours vivante. Chaque génération renouvelait son engagement, liant le sang des Montclair à cette flamme obscure. La psalmodie monta en intensité, le sol vibra, et je crus sentir une présence invisible parcourir la pièce, glissant entre les corps, s'enroulant autour d'eux comme un souffle puissant. Isabelle trembla légèrement, ses mains crispées contre sa poitrine, comme si elle luttait intérieurement contre cette attraction. Ses yeux, lorsqu'ils se levèrent un instant, croisèrent en les miens. Ce regard fugace, presque imperceptible, me fit comprendre qu'elle aussi portait une peur muette, qu'elle aussi savait que ce rituel n'était pas seulement un héritage, mais une condamnation. Lorsque la cérémonie atteignit son paroxysme, un bruit sourd monta du sol, un battement régulier, semblable au cœur vivant que j'avais déjà senti derrière la porte des caves. Le château tout entier semblait se synchroniser avec cette pulsation. Les bougies tremblèrent, certaines s'éteignirent d'un souffle invisible, et dans le cercle, la flamme noire sembla grandir, se déployer comme une ombre levée sur ses jambes. Je reculai, saisi par une terreur glacée, mais avant de fuir, mes yeux tombèrent sur le visage de Marguerite. Son expression n'était ni la crainte, ni la ferveur, mais une satisfaction froide, comme celle d'un gardien sûr de la victoire de sa lignée. Elle n'était pas esclave du rituel, elle en était la maîtresse. Je regagnai ma chambre à pas précipités, mais la vibration me suivit, logée dans les murs, dans le plancher, jusque dans ma poitrine. Toute la nuit, je restais éveillé, entendant le battement sourd du pacte résonner dans mes veines. J'étais désormais certaine qu'Armand avait tenté de briser cette chaîne et qu'il avait payé de sa vie. À présent, son avertissement prenait tout son sens. Le cercle cherchait une nouvelle offrande, et mon retour n'était pas un hasard. Le lendemain de cette nuit, la lumière du jour n'apporta aucun apaisement. Les rayons du soleil semblaient incapables de pénétrer les murs, comme si le château rejetait toute clarté. Les couloirs restaient une plongée dans une pénombre constante, et chaque pas résonnait dans un écho étouffé. La maison respirait encore du rituel de la veille, saturée d'un parfum de cire consumée et de pierres humides, comme si le feu noir avait laissé une empreinte invisible dans l'air. Je traversai le jardin pour fuir l'oppression des couloirs. L'air extérieur, bien que froid et chargé de brume, me parut presque libérateur. Les ifs taillés bordaient l'allée centrale, et leurs ombres s'allongeaient comme des doigts décharnés. En longeant les statues moussues, je remarquai que leurs visages semblaient détournés, comme s'ils refusaient de regarder la chapelle. Le sol, détrempé par la pluie de la nuit, portait des marques circulaires, traces d'un rassemblement nocturne. Ces empreintes confirmaient ce que j'avais vu. Le château tout entier avait participé au rituel. Plus tard, dans la bibliothèque, j'entendis un pas léger derrière moi. Isabelle était entrée sans bruit, ses yeux pâles fixés sur le sol. Son corps semblait plus frêle que jamais, mais une intensité silencieuse l'habitait. Elle resta longtemps immobile, ses doigts serrant le rebord d'une table, puis elle leva lentement les yeux vers moi. Ce regard, d'une transparence presque douloureuse,
me traversa comme un aveu muet. Elle ne prononça pas un mot, mais ses gestes parlaient pour elle. De ses mains tremblantes, elle posa sur le bois un petit carnet de cuir qu'elle avait dissimulé sous son manteau. Les pages, griffonnées d'une écriture nerveuse, portaient des notes hâtives, des symboles et des phrases fragmentées. En les parcourant, je compris qu'il s'agissait de ses propres observations, des confidences qu'elle n'osait pas dire à voix haute. L'une des phrases, soulignée à plusieurs reprises, me glaça. La prochaine offrande sera « et ». La lettre était isolée, entourée d'un cercle noir. Tout mon corps se figea. L'évidence me frappa comme une décharge. Je n'étais pas ici par hasard. Ma présence dans la maison correspondait à une logique que je n'avais pas soupçonnée. Armand avait tenté d'interrompre le cycle et, après sa disparition, c'était moi que le rituel avait désigné. Le cercle exigeait une vie, et la mienne avait été choisie. Isabelle referma brusquement son carnet et ses mains se crispèrent sur le cuir, comme si elle regrettait déjà son geste. Pourtant, son visage exprimait une vérité trop lourde pour être tue. Ses lèvres restèrent closes, mais ses yeux criaient un avertissement. Elle savait, tout comme moi désormais, que le cercle ne s'arrêtait jamais et que la lignée Moncler avait déjà décidé de mon sort. Le reste de la journée se déroula dans une torpeur étrange. Lucien errait dans les couloirs avec une énergie fébrile, son regard fiévreux suivant chacun de mes pas. Marguerite, impassible dans son fauteuil, semblait écouter des voix que je ne pouvais pas entendre, ses doigts continuant à égrener le chapelet sans relâche. Les domestiques, plus silencieux que jamais, s'écartaient à mon passage, mais leurs yeux furtifs trahissaient une connaissance partagée. Tous savaient, tous attendaient. À la tombée de la nuit, je regagnais ma chambre avec la sensation d'être enfermé dans une cage invisible. La cloche sonna une fois, puis une deuxième, plus lente et plus profonde. Le son résonna jusque dans ma poitrine, comme une sentence. En regardant par la fenêtre, je vis des silhouettes se mouvoir près de la chapelle, des ombres vêtues de noir, portant des torches dont la lueur s'élevait dans la brume. L'assemblée se préparait à nouveau. Sur ma table de nuit, le carnet d'Armand avait changé de place, comme chaque soir. Cette fois, une page était pliée, et sur la marge se lisait une phrase isolée. « Rompre le cercle exige le feu ». Ces mots prirent l'allure d'un dernier conseil, une directive désespérée laissée en héritage. Mais je compris aussi qu'agir signifierait trahir ma famille et sceller mon propre destin. Cette nuit-là, je ne pus fermer l'œil. Les bruits des couloirs me parvenaient comme des pas feutrés, parfois proches de ma porte, parfois disparaissant dans les profondeurs de la maison. Chaque craquement des poutres résonnait comme un rappel. J'étais prisonnière d'un héritage ancien, et le château lui-même semblait attendre que je me soumette à la volonté du pacte. La 7e nuit tomba sur Moncler, avec une lourdeur presque liquide, comme si le ciel entier s'était affaissé sur le domaine. Le château vibrait d'une manière nouvelle, ses pierres exhalant des gémissements profonds qui se confondaient avec les rafales du vent. Chaque mur, chaque poutre semblait aspirer l'air de mes poumons. Je sentais qu'il ne restait plus de temps. Le cercle s'apprêtait à me réclamer. Je fus réveillé par un bruit sourd, suivi d'un glissement régulier. En ouvrant les yeux, je vis la lueur d'une flamme filtrée sous ma porte. Des silhouettes vêtues de noir avançaient dans le couloir, torches en main, leurs pas rythmés, résonnant comme une procession funèbre. Avant que je ne puisse réagir, ma porte s'ouvrit et plusieurs mains fermes m'entourèrent. Aucune parole ne fut prononcée. Je fus conduite hors de ma chambre, enveloppée par la chaleur étouffante des torches et l'odeur âcre de la cire fondue. Le groupe descendit l'escalier principal, puis bifurqua vers la porte des caves
que j'avais déjà repéré. La clé noire fut introduite dans la serrure. Le métal résonna comme un râle, et la porte céda, dévoilant un escalier en colimaçon qui s'enfonçait dans l'obscurité. Chaque marche luisait d'humidité. La descente dura longtemps, bien au-delà de ce que je croyais possible sous les fondations du château. Plus bas, l'air devint plus lourd, chargé d'une odeur de terre et de sang séché. Nous débouchâmes dans une vaste salle souterraine, aux voûtes taillées directement dans la roche. Des cercles identiques à ceux tracés dans le salon y étaient gravés dans la pierre elle-même, anciens et érodés par le temps. Les torches révélèrent des murs saturés de symboles, superposés sur plusieurs générations, certains encore frais, d'autres rongés par l'humidité. Au centre de la salle se dressait un autel de pierre, fissuré, mais dont la surface semblait vibrer d'une énergie sourde. C'est alors que je l'entendis. D'abord comme un murmure, puis comme un battement régulier, puissant, venu du sol. Ce n'était pas seulement un bruit, c'était une pulsation vivante, un rythme qui pénétrait ma cage thoracique et synchronisait mon cœur à son tempo. L'air s'épaissit. Les flammes des torches furent aspirées vers le centre, comme attirées par une respiration invisible. Soudain, une fissure s'ouvrit au pied de l'autel. De cette brèche monta une chaleur suffocante, accompagnée d'un souffle humide et animal. L'obscurité prit forme, se dressant lentement dans le cercle. Ce n'était pas une créature définie, mais une masse mouvante, noire, saturée d'yeux, qui s'ouvrait et se refermait comme des plaies. Sa présence emplissait toute la salle, pliant l'air et écrasant mes os sous une pression invisible. J'eus la certitude que ce qui était enfermé ici n'appartenait pas au monde des vivants. La famille Moncler, disposée autour du cercle, leva les bras dans une synchronie parfaite. Leurs visages, éclairés par la lueur des torches, exprimaient une ferveur glaciale. Marguerite avait les yeux clos, son chapelet serré contre sa poitrine, mais son sourire mince trahissait une dévotion totale. Lucien fixait la créature avec un éclat de fièvre, comme un disciple prêt à se livrer. Isabelle, immobile, gardait son visage détourné, ses mains tremblantes serrées contre elle. L'entité fit entendre un souffle grave, un râle interminable qui fit vibrer la pierre. La pulsation s'accéléra, résonnant dans mes veines. Les gravures en haut du sol s'illuminèrent d'une lueur rougeâtre, et l'autel se mit à suinter une substance sombre, visqueuse, qui coulait comme du sang ancien. Alors, je compris le sens du pacte. Depuis des siècles, la famille Moncler liait sa prospérité à cette chose enterrée sous ses fondations. Chaque génération renouvelait l'accord par des sacrifices humains, nourrissant la créature en échange de fortune et de pouvoir. Le carnet d'Armand avait raison. Il avait tenté de briser la chaîne, mais la maison, ses habitants et même les pierres elles-mêmes veillaient à ce que le cycle continue. Les torches s'inclinèrent soudain vers moi, leurs flammes dansant comme pour désigner une offrande. L'air devint brûlant, mes poumons refusèrent de se gonfler. Je sentis les regards peser sur moi, ceux de ma tante, de Lucien, des domestiques, et même celui d'Isabelle, douloureux, désespéré, mais impuissant. La créature s'avança, son souffle humide effleurant mon visage. Le sol vibrait de plus en plus fort, comme si la terre elle-même battait au rythme de son cœur monstrueux. J'eus la certitude absolue que la prochaine pulsation m'engloutirait. La 8e nuit s'ouvrit dans les profondeurs du château comme un gouffre sans fin. Face à l'autel suintant et à la masse informe qui s'élevait de la fissure, je compris que ma vie n'était plus qu'une offrande posée entre les mains d'un destin ancien. La créature respirait lentement, chaque souffle emplissant la salle d'un frisson humide, et les battements sourds de la terre résonnaient désormais dans mes veines, comme si mon propre sang s'accordait à son rythme. Tout autour de moi, les Moncler formaient
Le cercle. Marguerite, immobile dans sa ferveur, donnait l'impression d'une prêtresse accomplissant une mission immuable. Lucien, les yeux brûlants d'extase, semblait prêt à se jeter dans l'abîme. Isabelle, figée à l'écart, se tenait droite, mais son corps tremblait sous l'effort de contenir une révolte silencieuse. Les domestiques, immobiles comme des statues, participaient à cette liturgie de pierre et de cendres, chacun lié par le même pacte ancestral. Je sentais le choix se resserrer autour de moi. Les gravures du sol s'illuminaient d'un rouge incandescent, dessinant des cercles qui se refermaient lentement comme des chaînes invisibles. Le feu noir au centre s'élevait, aspirant la lumière, pliant l'air, avalant tout espoir. Dans ce chaos, mon regard se fixa sur le carnet d'Armand, encore posé sur l'autel. Ces mots résonnaient dans ma mémoire. Rompre le cercle exige le feu. Alors, je compris. Ce qui avait été lié par le feu noir devait être défait par le feu dévorant. Si le pacte trouvait sa force dans l'ombre, il fallait que la lumière de la destruction consume jusqu'aux fondations même du château. Ma propre vie ne suffirait pas à briser ce cycle, mais les murs, les pierres, les souvenirs accumulés depuis des siècles pouvaient devenir le bûcher nécessaire. Je levai les yeux vers les torches disposées autour du cercle. Leur lueur vacillante paraissait fragile face à l'entité. Mais je savais qu'un incendie pouvait naître d'une seule flamme. La salle souterraine, saturée de bois ancien, de tissus et de cire, n'attendait qu'une étincelle. Dans un mouvement instinctif, je saisis l'une des torches et la projetai contre les tentures imbibées d'humidité et d'huile. La flamme hésita un instant, puis s'embrasa avec une vigueur inattendue, comme si le château lui-même désirait brûler. Un hurlement monta de la fissure, un cri sans bouche qui fit vibrer les voûtes. La créature recula, ses formes mouvantes agitées par la lueur du brasier. Les gravures s'illuminèrent d'un rouge vif, puis se fissurèrent, comme si elles refusaient la lumière. Les Montclair hurlèrent à leur tour, mais aucun son articulé ne sortit de leurs lèvres, seulement un rugissement animal, un cri collectif de résistance à la rupture du pacte. Les flammes s'étendirent rapidement, léchant les murs, dévorant les symboles gravés, escaladant les piliers de pierre. La chaleur devint insoutenable, l'air saturé de fumée âcre et de cendres. Mes poumons brûlaient, mes yeux se noyaient de larmes, mais je restais debout, convaincu que mon rôle était accompli. La créature, désormais prisonnière du brasier, se convulsa dans un dernier élan. Ses yeux innombrables se fermèrent un à un, s'éteignant comme des braises. Sa masse noire se rétracta dans la fissure, aspirée avec une violence telle que le sol s'effondra. L'autel éclata en morceaux, projetant des éclats de pierres rougeoyantes. Je n'eus pas le temps de fuir. Le plafond s'ouvrit dans un fracas de tonnerre, et les flammes se répandirent dans les couloirs supérieurs. Le château tout entier devint une torche, une cathédrale de feu. Les cris des Montclair résonnèrent un instant, puis furent étouffés par le rugissement des flammes. Le bois, la pierre, les tapisseries, tout se consumait dans un vacarme apocalyptique. Lorsque l'aube se leva, Montclair n'était plus qu'un amas de ruines fumantes. Le brouillard du matin enveloppait encore les champs, mais là où s'élevait la demeure séculaire, il ne restait que des pierres calcinées et des poutres effondrées. Parmi les débris, un portrait noirci subsistait, miraculeusement intact malgré les flammes. Mon propre visage y apparaissait, gravé par le feu et la mémoire, fixant l'horizon comme un dernier témoin du cycle brisé. Le vent dispersa les cendres dans le parc désert. Les ifs se dressaient encore, noircis, mais désormais silencieux. Le pacte était rompu, et le château avait payé le prix. Montclair n'était plus Montclair.